Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement du projet de développement des compétences des jeunes. Et enfin, dans l'actualité internationale, un jeune homme a été tué par balle près du Times Square. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à l'initiative de son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, il a été décidé d'accomplir une prière d'absence pour les âmes des martyrs décédés suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé la République fraternelle de la Turquie et de la Syrie. Cette prière a eu lieu dans toutes les mosquées du pays après la prière du vendredi en solidarité avec les familles et les proches des deux pays à frères endeuillés. Il a noté que le président de la République avait adressé un message de condoléances à son... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي هم حريص. تلك وذلك إلهي قدرين مكر الإنسان ملايين. اللهم اغفر له والعافية واعف عنه. إلهي الود هذا. إلهي سبحانه وتعالى آخرته الله ضرري. إلهي هم حريصنا حريص الله. إلهي أبد وجهك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر والعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je voulais parler dans ce séisme en Turquie et en Syrie. Cette aide doit en premier lieu permettre d'aider les secours, a détaillé la Banque mondiale, mais aussi cibler les besoins en termes de reconstruction. De son côté, Washington a annoncé verser près de 85 millions de dollars à la Syrie et à la Turquie. Après l'aide humanitaire, l'aide financière. La Banque mondiale a annoncé ce jeudi qu'elle apportera une aide de 1,68 milliard de dollars à la Turquie après le violent séisme qui a secoué lundi le sud de la Turquie et de la Syrie et a fait au moins 20 000 morts. Cette aide doit en premier lieu permettre d'aider les secours et détailler la Banque mondiale, mais aussi cibler les besoins en termes de reconstruction et d'infrastructures. Nous fournissons une assistance immédiate et préparons une évaluation rapide des besoins urgents et massifs sur le terrain. Cela permettra d'identifier les domaines prioritaires pour le redressement et la reconstruction du pays, a indiqué le président de la Banque mondiale, David Malpass. Et je vous le disais hier, le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a pris part au 32e Forum africain des chefs d'État et de gouvernement des pays, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, connu sous l'acronyme le MAEP. Au cours de ce forum, en visioconférence, le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent au développement de notre pays, enregistré dans différents secteurs, notamment dans le secteur de la décentralisation, en vue de réaliser un développement durable et une harmonie économique dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Par les pairs. Je voudrais également le féliciter pour sa proposition entérinée lors du Forum des chefs d'État et de gouvernement à la 16e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine qui vise à nous concentrer sur les défis des changements anticonstitutionnels des gouvernements afin d'en faire à juste titre le thème de la 3e édition du rapport sur la gouvernance en Afrique. Sous votre leadership, Monsieur le Président, notre forum continue à remplir son mandat avec succès et ne cesse de franchir de nouvelles étapes. La gouvernance en Afrique s'est améliorée, telle qu'illustrée par l'adhésion de nouveaux pays au MAEP. J'ai saisi enfin cette occasion pour remercier encore une fois la mission de revue ciblée conduite par l'honorable Fatima Karaj, le panel et le secrétariat du MAEP, ainsi que les partenaires stratégiques. Leurs nombreuses contributions et leur soutien, complétés par les commentaires de mon gouvernement, ont permis la production de ce rapport d'évaluation ciblée relatif à la décentralisation budgétaire qui est devant vous aujourd'hui. Monsieur le Président, vous le savez déjà, la décentralisation budgétaire ayant été identifiée comme un défi à relever dans mon pays, avait fait l'objet de la première mission de revue
ciblée de notre organe, et cela en janvier 2019. Découlant d'une volonté politique clairement affichée, la décentralisation n'est point, vous en conviendrez avec moi, une démarche ponctuelle, mais plutôt un long processus destiné à approfondir la dynamique de la bonne gouvernance, de la démocratisation et du développement local. C'est pourquoi, avant de s'engager sur la voie de la décentralisation budgétaire, bien de préalables indispensables ont dû être mis en œuvre. En effet, dès les premières heures de l'indépendance, la loi constitutionnelle, puis l'ordonnance numéro 77.60 du 23 novembre 1977 prévoyait la création des municipalités et des communautés populaires de base qui disposaient d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la Constitution de septembre 1992, en ses articles 85, 86 et 87, a engagé le processus de décentralisation. À mon accession à la magistrature suprême, j'ai lancé la première phase du dit processus. Pour ce faire, nous avons instauré un ministère délégué chargé de la décentralisation qui, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre des processus de décentralisation, a immédiatement procédé à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Dans l'optique de renforcer l'ancrage constitutionnel de la décentralisation, nous avons en 2002, 2006, 2005 et 2006 et 2011 adopté plusieurs lois portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions, sur le statut spécial de la ville de Djibouti et enfin sur le transfert et la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, un décret relatif au pouvoir des préfets a complété ce dispositif institutionnel déjà mis en place. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons organisé des élections régionales et communales en 2006. Cette date historique a marqué une étape importante et décisive du processus de décentralisation à Djibouti. Depuis, des élections régionales et communales sont organisées tous les 5 ans. Les compétences jadis détenues par les représentants de l'État ont été transférées aux collectivités locales. Il s'agit entre autres de l'état civil, des voiries, de la gestion des marchés, de la gestion des cantines scolaires, ainsi que la gestion du domaine public. En outre, afin d'assurer un large éventail des populations l'accès à des services publics, l'État a progressivement déconcentré les services techniques suivants, tels que l'éducation, la santé, la promotion du genre, l'ANEFIP, les affaires sociales ou encore l'agriculture, l'élevage et la pêche. Eh bien, dans un second temps, le chef de l'État a indiqué que le gouvernement de Djibouti a adopté plusieurs lois en vue d'engager le processus de décentralisation et la déconcertation des services fiscaux et mettre à la disposition dans chaque région des agents pour établir les recettes. Monsieur le Président, le succès de toutes les avancées que je viens de vous énumérer nous a encouragés à franchir encore une nouvelle étape, celle de la décentralisation budgétaire. En plus des ressources financières déjà transférées par l'État, nous avons donné aux régions la possibilité de collecter les ressources fiscales et parafiscales à travers la loi des finances de 2017. Nous avons également transféré au profit des régions la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la patente de la classe 9 et 10. Dans cette optique et en vue d'accompagner les transferts opérés, l'État a tout d'abord procédé à une déconcentration de ses services fiscaux
à travers l'ouverture des centres régionaux des impôts dans les 5 régions de l'intérieur. Il a ensuite mis à la disposition de l'exécutif des régions des agents expérimentés pour établir les recettes. Il y a lieu de noter que préalablement à la mise en place des 10 centres, un recensement de la matière imposable des impôts transférés a été réalisé par les services fiscaux centraux de l'État au niveau de chaque région. Dès 2018, toutes les régions ont donc pu effectuer des opérations de collecte des impôts et taxes. À cet égard, nous nous réjouissons de constater que la possibilité offerte aux régions de collecter des ressources fiscales et parafiscales leur a été bénéfique. Elles ont effectivement vu leurs ressources propres augmenter du fait de l'accroissement des revenus tirés de la matière imposable. Ces ressources sont appelées à devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure que le potentiel économique des régions sera valorisé et que la gamme des taxes à collecter sera élargie. Monsieur le Président, je dois dire que ce processus a été largement félicité par l'adoption du plan de développement régional PDR en 2017. Ce dernier a été le fruit d'un large processus participatif auquel toutes les forces vives de la région ont été associées afin d'avoir une vision partagée des grandes orientations stratégiques du développement de la région pour la période 2021 et 2025. Il a une triple fonction, notamment une fonction de réappropriation, une fonction de restructuration et une fonction de référence. Enfin, nous avons doté chaque région d'un PDR quinquennal 2021-2025, adopté par le Conseil régional et validé par le préfet de la région. Les PDR s'inscrivent par ailleurs dans la stratégie de la croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP 2015-2019, le premier instrument pour l'opérationnalisation de la vision Djibouti de 2035. Ils sont repris, contextualisés dans le nouveau plan de développement 2020-2024. Djibouti, ici. Bien entendu, les défis à relever ne manquent pas. Je citerai notamment des pesanteurs culturelles et administratives auxquelles la décentralisation est confrontée. Les capacités institutionnelles, administratives, humaines et financières des collectivités territoriales sont également à renforcer, tout comme la communication en vue d'une meilleure appropriation et participation de l'ensemble des parties prenantes et des ressources vers les collectivités territoriales reste une priorité de la politique de mon gouvernement afin de créer les conditions d'un développement durable et harmonieux sur l'ensemble du territoire national. À ce sujet, les recommandations de la mission de revue ciblées sur la décentralisation, tout comme celles qui seront issues de ce forum, sont les bienvenues et seront mises en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, et son collègue du Travail, Omar Abdi Saïd, et celui du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussedouale, et le représentant de la Banque mondiale, Aboubakar Sidbari, ont parrainé la cérémonie de lancement officiel du projet de développement des compétences des jeunes au Campesky Palace. Plusieurs membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce de Djibouti, des figures du secteur privé, de la société civile, ainsi que des hauts cadres et responsables du MENFOP et de l'administration ont pris part à la cérémonie. Le secrétaire général du MENFOP a ouvert la cérémonie avec une brève introduction du projet, de son intérêt et de ses attentes. Puis le directeur du projet, de la maintenance, de l'entretien du MENFOP et un haut cadre du ministère du Travail ont fait une large présentation sur le projet dans tous ses aspects, depuis son élaboration jusqu'à la mise en œuvre et ses résultats attendus. Rappelons que l'assistance a pu enfin suivre un court-métrage sur le projet avec des interventions des parties prenantes du MENFOP,
et du secteur privé. Le représentant de la Banque mondiale, Aboubakar Sidbari, a ouvert le bal des interventions officielles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre en place un partenariat dans le secteur public-privé pour que ce projet puisse atteindre ses résultats. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Daoualé, a longuement plaidé pour une meilleure coopération entre le secteur public et privé afin de créer plus d'emplois dans les niches porteuses de l'économie nationale pour absorber la masse des jeunes qui sortent des systèmes d'éducation et de formation professionnelle. De son côté, le ministre du Travail, de la Formation et de la Protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a pour sa part mis l'accent sur les moyens importants alloués par la Banque mondiale à ces projets à hauteur de 15 millions de dollars. Il a salué le long travail des préparations et de coopération entre tous les acteurs du projet. À améliorer l'accès au programme de stage et d'apprentissage en collaboration avec le secteur privé. Et deuxièmement, à développer les compétences dans les secteurs porteurs de l'économie, notamment le transport et la logistique, la construction, les métiers du numérique, les énergies renouvelables, l'hôtellerie et le tourisme, l'industrie, la santé et l'agriculture et la pêche. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, je voudrais terminer mes propos en insistant sur le fait que le projet ne saurait atteindre pleinement ses résultats sans un partenariat étroit entre le secteur public et le secteur privé, comme nous venons de le voir dans la vidéo. Eh bien, dans son discours, le ministre du Travail et de la Formalisation et de la Protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a invité le secteur privé à se joindre au gouvernement pour soutenir la création d'emplois et de richesses. Nous nous proposons le temps fort de son intervention. Ce projet élaboré dans une approche participative est en cohérence avec les politiques mises en œuvre pour le développement du pays, la lutte contre la pauvreté et la réduction massive du chômage. Je porterai une attention particulière pour les activités planifiées, soit exécutées dans les meilleures conditions afin de guider l'équipe technique vers la réussite globale de ce projet. Nous espérons qu'au terme de l'évaluation à mi-parcours, nous aurons des grandes réussites à célébrer et que ce projet va aider, Inch'Allah, les jeunes dans leur quête d'emploi. Le département du travail est disponible à travailler en étroite collaboration avec les partenaires, les ministères sectoriels, les employeurs, ainsi que toutes les parties prenantes à ce programme. La création de l'emploi est une priorité des grands axes de la feuille de route du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le gouvernement de Djibouti est très engagé à explorer tous les voies, je dis bien tous les voies et les moyens pour inciter les secteurs privés et publics à jouer pleinement leur rôle et à assouplir les fardeaux du chômage. L'État, le gouvernement que je représente ici, le ministre des Finances l'a tout à l'heure dit ici sur cette tribune que toutes les facilités, je dis bien, vous sont les bienvenus. À vous maintenant de jouer votre rôle. La richesse que vous prenez de ces pays doit être partagée avec ces jeunesses qui attendent de vous. Mon ministère est bien placé aujourd'hui pour dire que le secteur privé est le seul aujourd'hui à prendre cette responsabilité. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyes Moussa Daoualé, a longuement plaidé pour une parfaite collaboration entre le secteur public et privé pour créer plus d'emplois dans le secteur prioritaire de l'économie. Maintenant, est-ce que ce projet, est-ce qu'il va ressembler aux anciens projets? Il ne doit pas ressembler et il ne peut pas ressembler aux anciens projets. Ce n'est pas business as usual. Ce n'est pas une unité de projet qui va faire le décaissement, leur performance et quelques années. Non, ce qu'on a besoin, c'est de créer les conditions pour que le secteur privé et le secteur public puissent travailler ensemble. Qu'en l'option de la République puisse travailler en parfaite synergie
et ne pas considérer que ce projet est un projet du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il nous faut travailler sur 5 éléments principaux, dont certains, nous avons avancé, à mon sens. D'autres restent à avancer. En l'occurrence, il s'agit notamment, pour arriver donc à cet objectif, de travailler sur la question de la finance. 2, c'est de travailler sur les infrastructures dans les secteurs où nous estimons à fort potentiel. 3, c'est l'environnement des affaires. Et enfin, 4, on parle de skills. C'est de cela qu'il s'agit également. Quand j'ai parlé des métiers, des centres de métiers, des centres d'excellence, des grands centres susceptibles de former des milliers de jeunes, qu'est-ce que ce projet va faire? Au-delà des skills, les placements. Il doit nous permettre d'offrir des placements à Djibouti comme à l'extérieur. On était convenu avec la Banque mondiale aussi que ce projet finance des jeunes qui ont un certain type de qualification, acquérir des compétences, que ce soit en Éthiopie, au Kenya. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a indiqué que le point d'orgue de cette cérémonie. Écoutons-le. Il m'est agréable de procéder à notre système de formation professionnelle. Il traduit aussi dans la lettre et l'esprit de notre plan quinquennal de mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle pour la période 2021-2035. Une politique qui condense parfaitement la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour l'emploi et la formation. Ce projet constitue une déclinaison des axes de notre plan d'action et répond à une série d'ambitions. D'une part, il renforce l'employabilité des jeunes. Plus encore, il vise à parfaire le niveau des compétences professionnelles des jeunes diplômés de notre système de formation. C'est dans le sens des actions de coaching, les stages, les formations continues, la maîtrise de l'anglais, c'est atout capital pour l'insertion de nos jeunes. Mais ma plus grande satisfaction, c'est l'intention particulière que porte ce projet aux femmes, aux personnes handicapées et aux réfugiés. Autant d'objectifs ambitieux qui nous a amenés à élargir la plateforme technique de notre système de formation professionnelle. Je voudrais à cet égard rendre hommage à l'ensemble des ministères et des partenaires qui ont contribué à la conception de ce projet. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, a érigé la formation et l'emploi des jeunes en un levier essentiel du développement économique. C'est aussi l'un des principaux instruments de lutte contre la pauvreté. Je mesure à ce titre l'infinie reconnaissance de la jeunesse djiboutienne au président de la République. Eh bien, coup d'envoi ce vendredi de la campagne électorale pour les élections législatives 2023. Et comme à l'accoutumée, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdi Jama, a mobilisé une grosse équipe dotée de tous les moyens humains, matériels et techniques. Tous les dispositifs ont été mis en place, les dispositifs de gestion pour que la couverture médiatique de la campagne pour les élections législatives prévues aujourd'hui soit honorée. Durant la campagne, la radio-télévision de Djibouti sera au cours de cet événement national durant 2 semaines. Et dans ce sens que depuis hier et ce matin, les différentes équipes constituées de journalistes, caméramans ou monteurs sont à pied d'œuvre pour rejoindre leur affectation, en particulier les régions de l'intérieur. C'est au total une 50aine de membres du personnel de la radio-télévision de Djibouti qui ont pris part à la route ou la mer pour couvrir le premier jour de campagne électorale dans toutes les circonscriptions administratives du pays. Ces mêmes équipes vont rester sur place tout au long de cette période qui sera marquée par des meetings et rencontres de proximité pour liste en liste afin de convaincre leurs électeurs et avoir leur voix le 24 février prochain. Ainsi,
La radio-télévision de Djibouti a mis en place tous les moyens humains et techniques nécessaires pour couvrir avec brio ces 2 semaines de campagne électorale. Les responsables techniques de la radio-télévision de Djibouti se sont rendus en amont dans toutes les régions pour mettre à niveau les matériels et renforcer ainsi les capacités techniques et numériques des antennes de la radio-télévision de Djibouti dans les régions de l'intérieur. Comme à la veille de toute campagne, les personnels de la RTD chargés de cette couverture médiatique a été briefé sur les règles de base qui régissent cette phase avant le scrutin afin d'observer et de respecter la neutralité et l'impartialité. C'est à travers une nouvelle organisation de travail propre à un tel événement que la campagne et le scrutin seront couverts cette année pour vous relater et vous faire vivre avec les grandes fidélités et les moments forts de cette période préélectorale. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'agence djiboutienne de normes et de la promotion de la qualité a conclu hier la partie médiatique d'une campagne de sensibilisation et de proximité au respect des normes, son implication auprès des différents partenaires économiques du secteur privé. Les experts de l'ADN ont rendu visite à l'usine Golden East Africa qui produit l'huile alimentaire ainsi que des entrepôts de la zone industrielle de Bulaos. Une première état de lieu provisoire en besoin des normes a été établi. Il a rappelé qu'elle Et à ces propos, écoutons le directeur général de l'agence djiboutienne des normes et des qualités, M. Awal Osman Jama. Nous venons aujourd'hui de clôturer la partie médiatisée de la politique de sensibilisation que l'agence djiboutienne des normes a mis en place auprès des entreprises privées afin de les aider et de les sensibiliser au respect des normes de production, aux normes d'hygiène, de sécurité, environnement, aux normes d'entreposage pour le respect des chaînes de froid. Cette campagne va continuer hors médias afin de faire en sorte qu'au lieu de commencer de mettre en place d'abord les normes, de faire un état de lieu de la réalité du secteur privé, afin de mettre en place un programme pour pouvoir les accompagner et fixer un échéancier raisonnable afin qu'ils puissent tous ensemble garantir le respect des normes. Cette politique de recherche de l'état de lieu et de sensibilisation devra aboutir sur un atelier uniquement dédié au secteur privé afin de collaborer avec eux main à main et de mettre en place quel type de normes pourrons-nous efficacement et raisonnablement exiger de nos partenaires et du secteur privé afin de garantir un produit sain, de bonne qualité, consommé par le consommateur djiboutien. Cette campagne a eu lieu dans différents secteurs importants. Dans le secteur djiboutien, nous avons commencé par Kobesh et nous venons de conclure avec Golden dans le domaine des industries. Mais entre-temps, nous avons pris contact et vu comment les conditions d'entreposage dans les différents entrepôts et dans le milieu secteur de vente, dans le magasin, dans les différentes zones commerciales djiboutiennes. L'état de cette visite sera mis au point d'ici la semaine prochaine et nous allons avoir un premier conseil, un premier visuel par rapport à l'état des lieux. Donc l'agence est là pour accompagner le secteur privé, collaborer avec eux afin de garantir pour que le produit consommé à Djibouti et le made in Djibouti soit de qualité de niveau international. Sport à présent, où le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier en fin de matinée l'athlète Ibrahim Hassan, le médaillé d'or au marathon de Menchi début Oita
au Japon. Le nouvel homme fort, 42 km, Ibrahim Hassan, a été accompagné du président de la Fédération d'athlétisme et plusieurs hauts responsables et membres de la fédération, ainsi que le vice-président du CNOD. Au cours de l'audience, le secrétaire d'État chargé des sports a indiqué qu'il a tenu à recevoir l'athlète djiboutien pour lui exprimer la joie et la fierté de toute la nation au regard des performances qu'il vient de réaliser au marathon de Beppu au Japon le 5 février dernier. Pour le numéro 1 des départements du champion et un exemple pour la jeunesse djiboutienne, a aussi-il félicité pour sa détermination, sa rigueur et son goût du travail bien fait. Pour terminer, le ministre a promis à Ibrahim Hassan de travailler dans d'excellentes conditions et de manière à glaner d'autres lauriers pour Djibouti. Eh bien, clôture de la Semaine nationale de l'artiste et les langues maternelles par des festivités musicales avec FAS qui s'est tenue au nord du pays. C'est sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, que des soirées d'animation musicale se sont tenues dans les régions de l'intérieur. La ville blanche de Tadjoura a vibré au rythme des festivités magnifiques et ineffables. Cette cérémonie a vu la présence. C'est tenu plutôt au lieu de CDC Tadjoura, les autorités régionales, à savoir le préfet de la région Hassan Dabalé, le vice-président du conseil régional Abdou Omar, les mouvements associatifs de la jeunesse, des différents composants de la population de la ville. Au menu, des chansons musicales, des danses folkloriques traditionnelles et modernes, des morceaux de sketch. Les artistes vedettes, les divas de la chanson interprètent des chansons patriotiques captivantes. Aux jeunes talents, icônes populaires de la chorégraphie, se sont succédés sur la scène sous les applaudissements d'un public égayé, baignant dans une euphorie jubilatoire. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, un jeune homme a été abattu par balle jeudi soir à New York, tout près du Times Square, a annoncé la police, l'un des sites touristiques emblématiques de la mégalopole. Il est un principe interdit de se promener armé. Appelé en urgence, la police new-yorkaise a porté secours à l'homme de 22 ans blessé par balle à la poitrine au carrefour du 8e avenue et du 44e rue de Manhattan. Devant un restaurant rapide transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures, indiqué par courriel un porte-parole de la police. Il n'y a aucune interpellation, l'enquête s'est poursuivie, ont ajouté la même source. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.